Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité exceptionnel. Des petits ont fait de vous la plus grande. Vous méritez de figurer dans le livre des records pour votre palmarès, mais aussi pour votre force de travail. Vous avez tellement aimé les 35 heures que vous les avez faites 3 voire 4 fois par semaine pendant des années. Les miracles existent. Vous êtes de retour sur scène. Bonjour Dorothée. Bonjour Jacques. Quelle joie de vous retrouver. Et en plus, j'ai consulté mes archives. Vous êtes venu au début des Clés d'une vie, la 11e émission, et aujourd'hui c'est la 1611e. Oh, voilà, bon présage. Exactement. Alors, le principe des Clés d'une vie, vous le connaissez, c'est votre parcours. C'est-à-dire que votre venue à Sud Radio est un événement. Toute l'équipe de Sud Radio était là pour vous attendre, tellement on est heureux de vous retrouver. C'est très gentil. Alors, il y a le Palais des Congrès, il y a cette tournée, on va en parler, mais le principe des Clés d'une vie, c'est d'évoquer votre parcours à travers des dates. La première ne vous concerne pas directement, mais elle est liée à votre vie. C'est la sortie d'une chanson le 25 mai 1970. Tu étais encore lycéenne chez les sœurs à Bourg-la-Reine. Et oui, Bourg-la-Reine, Julien Clerc. Et oui, c'est vrai. Car vous êtes comme le Julien Clerc. Regina Burgienne. Exactement. Et c'est vrai que vous avez grandi dans cette ville, qui est une référence à la reine Adélaïde de Savoie, qui est l'épouse de Louis XVI le Gros, et ils ont fondé à Bourg-la-Reine un établissement pour l'abbaye des Dames de Montmartre. Tiens donc, ça Voilà. je savais pas du tout. Et la reine, ça vient de la Bourg-la-Reine. Ah d'accord. Alors, et je crois que vous êtes né quelques minutes avant le feu d'artifice du 14 juillet. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est qu'on a fait un feu d'artifice en votre honneur, pratiquement. Oui, c'est ce qu'on me disait quand j'étais petite. Je l'ai cru un petit moment, bien après j'étais très déçue, sachant que c'était pas vrai. Et les feux d'artifice, le premier en France, c'est lors du mariage de Louis XIII et d'Anne d'Autriche en 1612. Et après, c'est devenu une tradition républicaine. Alors, je crois que vous êtes chanteuse, comédienne, mais surtout, vous avez des antécédents, car je crois que votre père aurait pu chanter dans l'orchestre de Ray Ventura. Oui. C'est oui, assez c'est étonnant. vrai. Il était passé à Bourg-la-Reine justement, faire un concert, il manquait quelqu'un. Je crois que mon papa a dépanné. Oui. Et après, Monsieur Ray Ventura lui a dit, vous voulez pas venir avec nous? Ray Il Ventura. aurait adoré. Ouais, c'est le premier orchestre de jazz français qui a créé Tout va très bien la Marquise avec Paul Misraki et qui a repéré aussi un jeune auquel personne ne croyait. Il lui a donné sa chance, c'est un certain Henri Salvador. Ah. Donc votre père aurait pu être aussi un artiste de variété. Et puis je crois qu'il est devenu ingénieur. Oui, oui, oui. Mais Et- il était ingénieur déjà à l'époque. Là, Et il a inventé une chose que je ne connaissais absolument pas, c'est des nouveaux procédés de thermoformage. Tout à fait. C'est quelque chose de très particulier qui sert encore aujourd'hui. Disons qu'à partir d'une feuille de plastique toute plate, Oui. vous faites des petits bouts et puis après ça fait des porte-cartes pour le jeu, des portefeuilles, voilà, des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'on doit quelque chose à Dorothée, mais aussi à votre père. finalement. Oui, c'est sûr. Et puis alors les études, bon, ça se passe plutôt bien. Je crois que vous êtes au collège Notre-Dame. Et puis vous allez quand même apprendre le piano très jeune, Dorothée. Alors ça, je sais pas du tout à quel âge. Enfin, comme tout le monde, quoi, comme toutes les jeunes filles de l'époque, quoi. Oui, mais enfin, vous faites quand même un concours Nérini où Oui. vous remportez un prix. Le 3e prix, oui. Oui. Mais c'était quoi? C'était un concours créé par un violoniste. Un violoniste qui s'appelait Pierre Nérini, qui pour son fils Emmanuel a créé ce concours qui était réservé aux gens doués pour le piano. Vous auriez pu faire une carrière de pianiste. Disons que ce qui était vexant, c'est que j'ai toujours réussi ce morceau, sauf le jour du concours où j'ai fait un couac. Voilà. Et c'était quel morceau? C'était il y a très 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 longtemps, et je crois que je me souviens, je n'ai jamais su le titre de ce morceau d'ailleurs, en l'occurrence. Mais vous auriez pu faire une carrière quand même ensuite, continuer. Non, Non? non, non, j'avais pas très envie d'être pianiste. Vous aviez envie d'être danseuse, mais je crois que c'est terminé par une exclusion du cours. J'étais virée, oui. Pourquoi? Je crois que j'étais un peu dissipée, Ah bon? Oui. Vous étiez le clown un petit peu. un petit peu. Et là aussi, ça vous intéressait pas vraiment? Non. Juste comme ça, c'était bien. Ça m'a servi après pour avoir des attitudes, des tenues, c'est Oui. sûr. Et puis je crois que vous auriez pu, si le destin l'avait permis, participer à Top Chef, car grâce à votre grand-mère, vous avez découvert la cuisine. Oui, ma grand-mère et sa sœur, c'était de magnifiques cuisinières et je peux vous dire que ce n'est pas héréditaire. Ah bon? Ah non. Bah, vous l'aidiez, votre grand-mère Eugénie faisait de très bons plats et vous l'aidiez. Ah ben moi je faisais la petite main. Oui. De les éplucher, etc., ranger, laver, c'est tout. Mais surtout, je la regardais faire. J'étais fascinée par sa façon de cuisiner. Puis dans la famille, il y a aussi quelqu'un qui a compté, c'est Jean-Pierre Rochedet, je crois, votre grand-père, qui a été élevé par Claude Monet, le peintre impressionniste.
Mon Dieu. Voilà. Et donc, vous descendez de Claude Monet par votre arrière-grand-père. Et là, je répète, le talent n'est pas héréditaire. Écoutez, vous avez d'autres talents que celui-là. Il faut que ce soit un complément. Et je crois que le rock'n'roll, vous l'avez découvert lors de vacances en Angleterre, Dorothée. Oui, quand j'étais chez ma correspondante Sue, en Angleterre, oui. Elle vous a invité comme ça? Disons qu'à l'époque, on avait toujours des correspondants pour pratiquer l'anglais Oui, après ça n'existe l'école. plus aujourd'hui, ce genre de choses. Ça n'existe plus? Non, non. Ah bah non, c'est dommage parce que c'était très intéressant. C'est que vous écriviez... On s'écrivait, puis après on passait des vacances chez l'une et chez l'autre et on découvrait la vie de notre ami comme ça. Et là, la découverte de l'Angleterre, ça a été la musique pour vous. Tout à fait. C'est-à-dire Cliff Richard, Tout à fait. tout ce qui... Et ça vous a passionné, ça vous a donné envie de faire de la Il y a musique? eu un petit déclic qui s'est passé là, oui, à ce moment-là. Et puis, je crois que votre vraie passion à l'époque, Dorothée, c'est le théâtre, notamment au lycée. Oui, on a fait le concours de fin d'année. Enfin non, on a fait le spectacle de fin d'année, comme tous les ans, dans tous les collèges. Et puis après, on a fait un concours, oui. Au départ, il y a une petite troupe qui s'est greffée autour de vous, au théâtre. Non, c'était juste des copains de la classe et Oui. on a fait juste le spectacle. Et après, on a fait le concours, ouais. Et c'était un concours au théâtre Montancier, je crois, de Versailles. Versailles, oui. Et d'ailleurs, c'était un concours interlycée. Tout à fait. Comment ça se passait? Mais il y avait tous les collèges et les lycées de la région qui se présentaient et qui rêvaient d'avoir le premier prix. Et vous avez eu un prix du jury, je crois. Un prix spécial du jury, oui. Et vous vous souvenez de ce que vous avez joué? Un caprice de Musset, Oui. sauf que c'était l'année du bac de français et nous l'avions adapté. C'est-à-dire que on avait adopté le tutoiement. Oui. Le jour, l'année où on se fait quand même juger sur le français. C'était un petit peu gonflé quand même. Oui, mais ça a marché quand même. Ça a fonctionné, oui. Ça a fonctionné. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un d'autre qui, quelques années plus tôt, a participé à ce concours et a été remarqué aussi, c'est Francis Perrin. Ah oui. Oui, et c'est comme ça qu'il a été remarqué par la directrice du Montancier de Versailles, qui est devenu directeur du théâtre ensuite. Ah, c'est fou ça. Et Musset, vous connaissiez Musset? Vous aviez étudié Musset? Oh, certainement, oui. Parce que vous jouez, je crois, Mathilde, qui était une jeune femme mariée à un homme quelque peu libertin. Oui, je me souviens plus trop bien pour dire. Si, c'est ça. Je me souviens surtout que le théâtre Montancier, c'était un théâtre ancien, Oui, tout en bois, et on avait en déco des bougies oui. allumées. Et en pleine représentation, il y a une bougie qui s'est vraiment enflammée. Alors tout en disant le texte, je me souviens y être allé, avoir soufflé sur la bougie et avoir sauvé le théâtre. Et puis je crois que c'est à cette représentation qu'il y avait une certaine Jacqueline Joubert. Tout à fait. Elle vous a remarqué, ça s'est passé comment, Dorothée? Et ben, elle m'a convoqué à la fin en me disant, vous avez une gueule à faire de la télé, je m'en occupe. Vous l'avez pas cru? J'ai été surprise et puis point. Je me suis dit, bon, bien sûr, allez, on se téléphone. Oui. Et elle m'a rappelé 2 ans après, je crois. 2 ans après. En fait, elle venait pour la direction des programmes de TF1 à l'époque, des programmes jeunesse, et elle cherchait des têtes nouvelles. Tout à fait. C'est qu'elle a commencé aussi par hasard. Elle cherchait du travail. Elle voit une annonce comme en tout début de la télévision. Il cherche la première speakerine. Elle se présente. Elle fait son audition. Elle est persuadée que ça va pas marcher. Elle s'en va dans la rue et on la rattrape en disant c'est vous qui êtes choisie. Ah, Et c'est comme ça qu'elle a commencé, Jacqueline Joubert. Ah, bien. Et à l'époque, elle tournait des émissions de télévision et elle vous a engagé et c'est elle qui vous a baptisé Dorothée. Tout à fait. C'est venu comment? Ben, Frédéric, pour elle, était un prénom androgyne. Oui. Et ça lui plaisait pas, donc il fallait changer. Voilà, c'était comme ça. Et Dorothée, c'est venu comme ça? Alors non, on a quand même fait toute une liste de prénoms avant d'arriver à celui-ci. Le problème, c'est qu'à l'époque, je crois que vous avez entrepris des études d'anglais, non? J'avais commencé, oui. Et alors? Bah, disons que dans ma fac, il y avait beaucoup plus de grèves que de cours. Oui, ça peut arriver. C'était des choses qui arrivaient et j'ai vite abandonné en fait. Au bout de 2 ans, j'ai abandonné. Et donc, vous êtes retrouvé sur un plateau de télévision. Et au départ, votre partenaire, c'était une marionnette. Oui. Blablatus. Oui. C'est venu comment, ça? Qui était animé par Jean... C'est une idée de Jacqueline Joubert, Oui. déjà. C'était un marionnettiste Jean Dx, Oui. de talent. Et en plus, c'est 2 familles. Ses enfants ont repris. Et il a créé ce personnage. Et lui était dans les centres du plateau, à 6 mètres au-dessus. Il y avait 6 mètres de fil. Et il bougeait sa marionnette. Déjà, avec une marionnette à fil, c'était très difficile. Mais 6 mètres en plus, chapeau. Et vous n'aviez pas peur de tout ça? Mais moi, j'étais un peu naïve. Je n'avais jamais vu de plateau de télévision. Je ne connaissais pas je savais pas ce que c'était qu'une caméra, les micros, les machins, etc. Puis à l'époque, vous avez vu les micros. Oui.
Ça pesait son petit poids. Et donc, j'y allais un petit peu naïvement. Mais au départ, vous n'avez pas le trac en faisant de la télévision au départ, Dorothée? Bah, bien sûr que si. Vous arrivez là-dedans, ce sont les mercredis de la jeunesse à l'époque. Les premiers mercredis de la jeunesse, Ouais. exact. Oui. Là, ça n'existait pas avant. Non. Avant, il y avait eu des émissions de Jean Nohain et d'autres émissions, mais le jeudi après-midi, et le mercredi était désormais un jour de congé. Oui, bah ça, c'est le jour de congé des gamins est passé donc du jeudi au mercredi. C'est ça. Et les premières émissions avec. Et j'ai remarqué, en voyant les archives, qu'il y avait quelqu'un déjà présent dans les premières émissions, c'est le docteur Michel Klein. Tout à fait, dès le début, depuis le début, oui. C'est fou. On faisait adopter des animaux tout seul. Et lui était déjà une bête de télévision, si j'ose Oh dire. oui, c'est le cas de le dire. Et il vous soutenait, quand on voit les images, on sent qu'il vous soutient, qu'il y a une complicité totale entre vous. Tout de suite, une amitié s'est créée, tout de suite, il y avait de très très bonnes ondes entre nous deux, oui. Et ça a duré longtemps, je le sais. Et puis il y a eu d'autres éléments forts dans votre parcours, et une date que vous n'avez peut-être pas oubliée, le 1er avril 1977. A tout de suite sur Sud Radio avec Dorothée. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, une émission exceptionnelle, le bonheur de retrouver Dorothée, et qui dans quelques semaines sera sur la scène du Palais des Congrès et puis en tournée, un événement dont on va parler. On revient à votre parcours étonnant parce que, bon, on a évoqué les débuts à la télévision. Et puis, le 1er avril 1977, ce sont vos débuts de speakerine. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est que les grosses têtes, on annonce qu'elles ont débuté le 1er avril 1977, alors que c'est le 17 avril, avec Philippe Bouvard. Et vous, c'est vraiment le 1er avril, on aurait pu croire à un gars que vous avez débuté comme speakerine. Ah ben, je m'en souvenais pas du tout. Voilà. Et je crois que vous avez, au départ, passé un concours à 2 reprises. Une première fois, vous avez été jeté, une seconde fois, vous avez été choisi. Ah si? Ah, moi, je me souviens d'une seule fois où j'ai bafouillé, C'est je me ça. suis trompé et rattrapé, et c'est ce qui leur a apparemment plu. Voilà, et ça leur a plu à tel point que vous pensiez être éliminé. Ah, tout à fait. Surtout quand j'avais vu les autres candidates, des super mannequins magnifiques et tout, je dis, oh, pas la peine de se faire d'illusions. Et on vous a choisi parce qu'on s'est dit, en cas d'incident technique, vous saurez improviser. C'est ce qu'ils m'ont s'est dit, pas- oui. Ouais, c'est fou. Mais vous aviez c'est le trac, vous aviez improvisé, vous aviez bafouillé. Bon, alors, je sais pas, pas besoin d'explication. Vous savez, quand on se trompe, bah tiens, tu vois, voilà, Ouais. monsieur, je bafouille. Mais il se trouve qu'en plus, les incidents techniques à l'époque, c'était courant à la télévision. Oui. Il y avait des interruptions à tout moment. Mais ce qui était drôle, c'est que il y avait une antenne qui était en panne et on me demandait de dire, pour tous ceux qui sont desservis par cette antenne, veuillez nous excuser de cette interruption momentanée de l'image et du son. Mais moi, je trouvais ça idiot parce que s'il n'y avait pas l'antenne, c'était pas la peine que je fasse des excuses. Donc, vous voyez. Mais on le faisait quand même. Voilà. Et je crois que la première fois où vous avez commencé à improviser, c'était le 7 septembre. Vous étiez dans un décor de forêt. Il y avait une série qui s'appelait La Belle Aventure qui a été interrompue. Et vous avez trouvé les mots qu'il faut avec une décontraction totale pour vous excuser auprès des téléspectateurs. Voilà. Chapeau. Voilà. Et puis, en fait, vous aviez passé le concours une première fois. Ça, je me souviens pas, Si, je l'avais si. fait en 2 Et fois. sinon, la première fois, ça n'avait pas marché, mais il y a quelqu'un qui vous avait repéré, c'est Henri Kubdik, qui vous a confié cette émission. Première émission de 76 de Réponse à tout, qui est un jeu dérivé du jeu des 1000 francs, qui a commencé en 58 et existe toujours. Et vous êtes avec Pierre Guillermo, la nouvelle présentatrice de ce Oui, jeu. j'étais pas très à l'aise d'ailleurs. Oui, mais on va dire, il faut poser des questions aux candidats, c'est pas simple. Oui, il fallait que je sois plus solide qu'eux. Alors eux étaient beaucoup plus cultivés que moi. Forcément, j'étais toute gamine à l'époque. Et... Oui, mais votre rôle n'était pas de répondre aux questions, mais de les poser. Oui, mais on me demandait d'être sévère, d'être dur, et je pouvais pas. Voilà. Non, puis on sent, le premier candidat que vous interviewez et à qui vous posez des questions était un Lyonnais, qui était un monsieur très charmant, et qui répondait à vos questions de façon très simple. Voilà. Alors, non, mais c'est vrai que ça a été une époque d'autre chose, parce que après les mercredis de la jeunesse, vous avez enchaîné sur les visiteurs du mercredi, et ça s'est pas bien passé à un moment. Un mardi soir, vous êtes arrivé. Et... Oui, j'étais venue chercher mes textes, et puis on m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis, bah, je viens chercher mes textes pour demain. Mais on t'a pas dit? Non, on n'a pas dit quoi? Bah, tu ne fais plus l'émission. C'est La dingue. veille au soir, c'était un petit peu court quand même. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah,
je ne sais pas. On ne saura jamais. En fait, c'était Eliane Victor et Christophe Izard qui proposaient l'émission. Et je crois qu'ils ont dit, cette jeune femme n'est pas faite pour faire des émissions pour les enfants. Tout à fait. Ouais. Eliane Victor a dit ça, oui. Ouais, c'est complètement fou. Comme quoi, on peut se tromper. Hein. Mais en même temps, ça a été un moment très difficile pour vous, Dorothée. Oui, là, j'en ai pris j'ai pris une petite gifle, oui. Et je crois que vous avez trouvé des petits métiers. Vous avez été serveuse. Oui. Et vous avez travaillé aussi comme secrétaire dans une fabrique de robinets. Oui, de robinetterie, oui. Ils s'en souviennent encore, je crois. Ah, pourquoi? Parce que j'avais une façon de classer les dossiers un petit peu bizarre. Donc très souvent, ils m'appelaient en me disant « Le dossier de madame, tu l'as mis où ?» Non, j'étais consciencieuse, mais pas très efficace. Oui, mais enfin, ils ont gardé un bon souvenir de vous aussi. Je sais pas, moi, Je crois que vous avez aussi fait des promotions, des voix pour les promotions dans les supermarchés. Oui, Ça aussi, j'ai fait ça aussi. Mais ça aussi, c'était nouveau, c'était un métier nouveau à l'époque, il n'y en avait pas tellement. Bon, disons que c'était pas très drôle. J'étais dans une cage de verre avec un micro. La voiture numéro tant, immatriculée tant, gêne à la sortie du supermarché. Oui. Vous avez des promotions sur la boucherie. C'était amusant. Je sais pas combien de temps. Je l'ai fait un petit bout de temps quand même. Ouais. Et puis je crois que vous avez été doublure lumière. Oui, ça c'était passionnant. Alors c'est venu Ça j'ai adoré. chez Michel Drucker. En plus, j'étais la doublure lumière de l'émission de Michel. J'étais pas sa doublure à lui. Oui. Parce qu'il avait sa propre doublure et ça c'était passionnant. Les rendez-vous du dimanche, qui était à l'époque une des premières émissions de Michel Drucker, vous êtes arrivé comment là-dedans, Dorothée? J'ai rencontré, je crois, un directeur photo qui me disait tiens, viens, je vais t'apprendre, tu vas me donner un petit coup de main, on va faire doublure lumière pour l'émission comme ça. Puis ça m'a appris beaucoup de choses. Oui, ça vous a appris la caméra, le placement de la caméra. Tout à fait, surtout les lumières. Et puis bon, le métier de speakerine vous a donné une certaine stabilité. Et speakerine, à l'époque, on l'a un peu oublié. Il y avait aussi quelques courtes interviews, Dorothée. Oui. Alors ça, c'était plus difficile quand même. Pourquoi? Parce que c'est pas, je savais pas trop. Ouais. Il y avait une bonne ambiance qui s'installait. Il y avait donc une sorte de complicité qui allait. Parce que toutes les personnes que j'ai interviewées étaient aussi timides que moi. Mais ça s'est bien passé. Et puis un jour, on vous a proposé une émission qu'on a un peu oubliée, c'est-à-dire présenter des dessins animés dans Dorothée et ses amis. Car c'est le vrai point de départ, ça, Dorothée. Oui. Je lisais aussi le courrier que les téléspectateurs envoyaient, des gentilles lettres, des beaux dessins. Et on prenait les dessins animés qui traînaient dans les tiroirs, dont La Panthère Rose. C'est magnifique, ça, quand même. Ça a très bien marché. Là, vous étiez Dorothée dans votre rôle, mais vous appreniez petit à petit votre métier de présentatrice. J'ai eu la chance de l'apprendre au fur et à mesure, oui. Et puis, il y a eu un banc d'essai, après ce banc d'essai, un autre essai pour les vacances de 78, avec un générique qui n'est pas celui que l'on connaît. Le premier générique de Récréa 2. Ça ressemble à Bonne Nuit les Petits. Mais oui, mais c'était le premier générique de Récréa 2 quand vous l'avez créé pendant l'été 78. Ah bon? C'est original, ça s'appelait Le Grenier, je crois, l'émission. Le Grenier, exactement. En départ, vous étiez bouche-trou pendant les vacances avec Récréa 2. Tout à fait. C'est venu comment, ça, Récréa 2? C'est Jacqueline Joubert. Oui. Qui a dit on va faire des sketchs, des gags. Le décor, c'est tout ce qu'on trouvait dans les couloirs. Oui. Le plateau, c'était un bout de plateau quelque part. Enfin, on squattait un petit peu. Et puis avec mon partenaire, il chantait, il faisait des sketchs. Et puis au fur et à mesure, ça a grandi. C'est Gérard Chambre, au départ, votre premier partenaire. Et la première émission, il y a quelqu'un qui apparaît sur le plateau, qui est le parrain, c'est Fabrice, l'animateur de RTL. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il faisait là? Je crois, il faisait pas les 4 amis avec Jacqueline déjà, voilà. Oui. Et on a le même parrain parce que c'est lui qui le premier m'a permis d'entrer dans un studio à la radio, vous voyez. Donc c'est un point commun entre nous. Super. Alors il se trouve que ça, au départ, l'émission est quotidienne, donc pas de vacances pendant l'été. Et puis elle va devenir Récréa 2 le mercredi après-midi. C'est-à-dire que ça a tellement bien marché que l'équipe s'est agrandie et que Ariane, Cabu, Pierre-Patrick sont arrivés. Oui, tout à fait. C'est venu comment ça? Directement? Directement, c'est Jacqueline? Oh, oui, parce que 2 personnes s'étaient passées, donc après il y avait des rubriques différentes, donc il fallait animer ces différentes rubriques, le maquillage, la littérature. Il y avait les jeux, il y avait le marabout de ficelle qui est le premier jeu. Avec Cabu. Et William, oui. Et William, justement, William venait de la radio, où il s'occupait des programmes jeunesse, il est arrivé aussi dans l'équipe. Oui. À l'époque, tout le monde l'appelait Willy. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il a été un petit peu le lien de tout ce travail.
Oui, parce c'était un des producteurs avec Ariane Gilles de l'émission. Donc, et après, ensemble, on a fait Disney Dimanche. Voilà. Et le succès a été immédiat de Récré à Je deux. ne sais pas. Ah si. C'est... Ah, je vous crois. Ah oui, mais du Si vous jour le dites. du jour au lendemain, Récré à deux est devenu le souvenir de tous les enfants. Et puis, il y a eu aussi en même temps autre chose. Un soir, vous recevez un coup de fil dans votre cabine de speakerine d'un monsieur, vous croyez un canular. Mais oui, bien sûr. Oui. François Truffaut à l'appareil. Oui, bien sûr. Moi, je suis Catherine Deneuve. Merci. J'ai raccroché. Et alors, Et bien, il a rappelé. Il me dit, je suis vraiment. Et là, je suis devenue blanche comme un linge. Et voilà, l'aventure de l'amour cinématographique. Voilà. Il vous a proposé un rôle, Oui. et je crois qu'au départ, vous deviez le rappeler, et que c'est votre maman qui vous a poussé à le rappeler. Oui, Vous parce que je hésitiez. sais pas. Déjà peur du téléphone, oui. Voilà. Et ben, ce film, on va en écouter la bande originale. Ça coule sur ta joue. Chanson d'Alain Chouchon, L'amour en fuite. L'amour en fuite, où vous jouez une avocate qui tombe, l'ex-amour platonique d'Antoine, joué par Jean-Pierre Léaud. Et ça, vous n'imaginiez pas faire du cinéma? Ah non, ça, c'était un rêve, mais très lointain, très loin. Et le tournage était particulier parce que je crois que François Truffaut réécrivait les scènes le soir pour le lendemain. Tout à fait. Au départ, j'avais 2-3 scènes, et en fait, au fur et à mesure, bon, demain il y aura ça, demain il rajoutait. Parce qu'il écrivait, on l'a tourné dans l'ordre chronologique, en fait. Oui. Et en même temps, ben, c'est un exercice de mémoire pas facile. Oh oui, puis il n'y avait pas 3 lignes, hein. Oui. Ben, ça vous a été utile ensuite pour tout ce que vous avez fait à la télévision. Peut-être, certainement. Eh ben, on va évoquer une autre date qui est liée pas seulement à votre anniversaire, c'est le 14 juillet 1984. À tout de suite sur Sud Radio avec Dorothée. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, un événement, une émission exceptionnelle. Dorothée de retour au Palais des Congrès et puis ensuite en tournée. Et on verra ce qui se passera. Alors, on a évoqué le début de votre parcours, les débuts à la télévision. Et puis, j'ai choisi le 14 juillet 1984. Bon, c'est votre anniversaire, mais pas seulement, parce que ce jour-là, Télé 16 jours fait un numéro et vous fait un beau cadeau. Vous êtes Marianne de l'année. Avec un bolet phrygien sur la Oui. tête, sur la couverture. Vous en souvenez? Oui, ça, je m'en souviens, oui. Et oui, c'était assez épique, là, comme photo, oui. Pourquoi? Parce que ça m'allait pas vraiment. Mais bon, on avait bien ri. Alors, en fait, c'était un référendum de 7 jours. Vous êtes le symbole de la France des années 84. Oui. Résultat d'un référendum de très loin devant tout le monde. C'est vrai. Ah ben, Et c'est quelque chose qui vous a étonné. bien sûr. C'est-à-dire que vous n'imaginiez pas, quelques années après avoir débuté, être le symbole de la France au même titre qu'une Brigitte Bardot ou qu'une Catherine Deneuve dans les mairies. Heureusement qu'ils m'ont pas demandé le bus, hein. Oui. Parce que comme disait Cabu, avec mon nez, ça serait pas tenu. Oui, c'est vrai que Cabu a fait un album culte qui est Le nez de Dorothée. Oui. C'est venu comment cette histoire de nez où il se moque de vous avec votre nez? Parce que, je sais pas, tout le monde disait que j'avais un nez bizarre, enfin, un nez trop grand. Oui. Et Cabu voulait me caricaturer, il n'arrivait pas. Et puis, il est parti sur le nez, et voilà, il a fait cette pointe. Et voilà. Et Le nez de Dorothée est devenu une chanson aussi chantée par Corbier, si Tout à mes souvenirs sont exacts. Alors, il se trouve que tout ça a commencé par une histoire de pizza avec des moules avariés. Ah, je vous laisse raconter. Ah non, en fait, Jean-Luc Azoulay est malade. Il vient de créer une maison de disques avec Claude Berda. Et puis, il vous voit à la télévision. Et puis, il va vous appeler pour vous proposer de faire un disque de contes au départ. Disons, au départ, il voulait déjà me faire chanter. Moi, je disais non, ça ne m'intéresse pas. Alors, on est parti sur les contes. Voilà. Et je crois que c'est Bernard Dimet qui devait écrire des contes à Montmartre. Seulement, Bernard Dimet passait ses soirées chez Michou plutôt qu'écrire ses contes. C'est à peu près ça. Et donc, on l'a attendu toute la journée au studio, il n'est pas venu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas fait les comptes. Voilà. Donc, Jean-Luc Azoulay a dit, il faut Je trouver vais en autre- créer un. Voilà. Et donc, il a eu l'idée de faire Dorothée au pays des chansons. Et il se trouve que ça vous a amusé parce que finalement, vous aviez été marqué par Pierre et le loup, je crois, Oui, tout à fait. de Prokofiev. Tout à fait. C'est ce que ma maman me faisait écouter quand j'étais petite, donc ça frappe.
Et il faut savoir que Pierre et le Loup a été créé en 1936 à Moscou, et c'était pour son fils que Prokofiev a écrit ce conte, son fils qui avait 7 ans. Et c'est vrai que Dorothée au pays des chansons, au départ, fallait chanter, et ça, vous aviez dit non une première fois, et vous avez dit non une seconde fois, Dorothée. Voilà, et je me suis faite piéger. Et comment ça s'est passé? Parce qu'il y avait une chanson, et Jean-Luc me dit, ce serait bien que tu lui réponds, ça serait plus joli. Voilà. Mais je sais pas chanter. Vas-y, essaye. J'ai fait tout l'album. Voilà. Mais finalement, vous avez pris quelques cours de chant, mais surtout, vous avez compris, et Jean-Luc avait compris que vous étiez doué pour la chanson. Vous savez, non? Je sais pas moi, si je suis doué ou pas. Ouais. Et en plus, il y avait Michel Jourdan qui était dans l'aventure. Michel Jourdan qui a été le parolier de Mike Brandt et de Marie Laforêt. Et je crois que quand il a écrit les paroles, vous avez un peu été touché par ces chansons. Ah oui, c'était toujours très poétique, très très romantique. Mais vous n'avez pas participé non plus un petit peu à cette, oui, c'est vrai, cette aventure, mon cher Jacques? J'ai eu la chance de participer à cette aventure au départ. Mais je me souviens quand même qu'on se rencontrait très souvent et que c'était très sympa les idées que vous trouviez. Oui, mais il se trouve que, pour tout vous dire, la vérité, Jean-Luc Azoulay est venu un jour dans mon bureau de Monte-Carlo, m'a dit je peux m'installer, il faut qu'on écrive un conte. Et c'est comme ça que c'est né. Voilà. et dans cet album, il y avait notamment cette chanson. Au pays des chansons, ici elles ont un cœur et une vie, des matins bleus, des matins... Toute une génération se souvient de Dorothée au pays des chansons et fredonne encore ses chansons, Dorothée. C'est fou, hein? Oui, c'était émouvant. C'était émouvant, et en plus, vous n'imaginiez pas à l'époque que ce serait le début d'une aventure. Ah, pas du tout. Et vous avez fait ce disque, c'était comme ça. Oui, comme ça, j'étais en petite aventure et puis voilà. Puis il y a quelqu'un qui a cru finalement que ça pourrait aller plus loin, c'est Jacques Chirac, le maire de Paris. Oui, car vous êtes retrouvé au pied de la Tour Eiffel au Champ de Mars. Pour la forêt enchantée, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire c'était Noël, il fallait un spectacle. Et comment vous êtes retrouvé là-dedans? C'est Jean-Luc Azoulay? Alors, honnêtement, je ne sais pas. Mais je crois que ça s'est passé. Vous êtes retrouvé sur scène. Oui. Là aussi, c'est aussi... Il a fallu créer le spectacle déjà, puisque ce n'était qu'un disque au départ. Oui. Il a fallu créer le spectacle et on l'a joué moult fois au pied de la Tour Eiffel, sous la Tour Eiffel. Et vous retrouvez comme ça sur scène, là aussi, c'était une première, Dorothée. Ah oui. Puis en plus, c'était épouvantable parce que, j'avais le trac, bien sûr. Il y avait un très bon dialogue avec le public, mais surtout qu'il faisait froid. Oui, c'était en plein Noël. On était en plein hiver et on avait froid. Et ça a été tellement important, ça a tellement marché que dans la foulée, quelques semaines plus tard, c'est l'Olympia. Oui, parce que Jean-Michel Boris est venu voir le spectacle. Oui. Et il a dit, tiens, ce serait bien qu'elle fasse l'Olympia. L'Olympia. Et alors? J'ai fait l'Olympia. Vous étiez allé déjà à l'Olympia dans la salle? Jamais. C'est extraordinaire. Alors, bien évidemment, je connaissais l'aura de cette salle. Et d'être sur scène, là, tout d'un coup, je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est pas moi. Je ne suis pas sur la scène de l'Olympia, non, c'est pas possible. La paniqué. Oui, mais ça s'est très bien passé tout de suite. Vous étiez à votre aise. Oui, c'est ce que vous dites. Hein. Ah non, mais c'est ce que ceux qui vous le croyez? Ah oui, je le crois. Alors, vous avez quand même pris quelques cours de chant avec un professeur de légende qui était Annette Charlot. Oui. C'était une dame qui a, je crois, à peu près appris la chanson et donné des cours de chant à tous les artistes des années 50 à 90. C'est vrai. Qu'est-ce qu'elle vous a appris? À travailler de façon à ne pas fatiguer les cordes vocales. Voilà. Et c'est vrai que c'était quelqu'un d'une vieille dame autoritaire qui savait exactement vous faire travailler. Oui, mais elle était adorable. Ouais, tant qu'on obéissait, elle était adorable. Et il y a qu'une seule personne qu'elle a refusé de prendre pour des cours, c'est Jacques Chirac qui voulait prendre des cours de diction. C'est vrai? Oui, elle dit, je ne ferai jamais de politique, je ne veux pas de Jacques Chirac dans mon cours. C'est extraordinaire. Alors, à partir de ce moment-là, vous êtes prise dans un tourbillon parce que vous allez vous retrouver à faire des disques, à apprendre des chansons en un temps record, Dorothée, et à les interpréter aussi vite. C'est vrai que du jour au lendemain, vous êtes prise dans ce tourbillon. Tout à fait. Le tourbillon est un très bon terme, oui. Et comment on fait pour gérer ça, pour apprendre d'abord les chansons, pour les interpréter, parce que vous passiez de la télévision au disque et parfois à la scène. Bah oui. Et moi, je me souviens, le matin, vous aviez un Walkman et des écouteurs pour répéter vos chansons. C'est comme ça que ça vient. Il faut les écouter, c'est sûr. Oui. Mais c'est un énorme travail. Il faut une énergie hors du commun pour ça. Et je ne connais qu'une seule personne qui travaillait comme vous, qui apprenait ces chansons comme ça. Non, c'est Johnny Hallyday. Ah bon? Oui, il avait son Walkman sur l'oreille, il écoutait pendant des heures, il apprenait sa chanson.
C'était une bonne invention, en tout cas, ce baladeur, comme Voilà. on disait à l'époque. Et puis donc les disques s'enchaînent, les génériques s'enchaînent, et puis tout d'un coup, il y a un album avec la dernière chanson de l'album, puisqu'on l'a placée en dernier parce qu'on pense qu'elle marchera pas. Écoute bien petit frère, je n'aime pas ses manières. Tu es trop jeune encore, mais non, tu sais que tu as tort. Retourne Mais en fait, tes cette leçons. chanson, je l'ai faite pour faire plaisir à monsieur Georges-François Porry et à monsieur Gérard Salès. C'était Oui. pour leur faire plaisir. Parce que pourquoi? Parce que moi, je l'aimais pas au Ouais, départ, bien ouais. sûr. Jean-François Porry, c'est Jean-Luc Azoulay. Et c'est puis le- en la faisant, je me suis amusée. Donc c'était pour leur... Oui, bien sûr. Voilà. Et vous pensiez pas que ça marcherait comme ça? Bon, on sait jamais. Oui. Non, On mais- sait jamais. Mais quand on chante, on sait pas trop si ça va plaire ou pas. Donc, s'il y avait un secret, on le saurait, ce serait super. Hein. Mais je crois que le petit garçon qui chante avec vous se Frédéric. prénommait Frédéric. Tout à fait, oui. Il venait d'où? De Bondy, je crois. Oui, le- oui, exactement, des chœurs de Bondy. C'est ça, voilà. Et il a chanté une fois, parce qu'après tout le monde a chanté ces chansons avec vous, de Carlos à beaucoup d'autres. Oh oui, c'est vrai. Et en quelques semaines, vous devenez numéro 1 au hit parade des récréations. C'est fou, hein? Ouais. Ça a été un phénomène, oui, la menteuse. Plus de 1,5 On million. m'a traité de menteuse très longtemps. Ah bon? Pourquoi? Ah, ou la menteuse. Bien sûr. Mais cette chanson a vraiment touché beaucoup de gens. Je me souviens du duo avec Carlos, qui était extraordinaire. Bon, il y en a eu plusieurs avec Carlos, donc... Où la menteuse a été faite. Quand il était déguisé en bébé, non Oui, exactement. Et Carlos, on ne le sait pas assez, il était à la base de la rencontre entre Jean-Luc Azoulay et Claude Berda. Je ne sais pas si vous le savez. Jean-Luc qui travaille avec Sylvie Vartan et Carlos aussi. Et Claude Berda, qui vendait des jeans avec son père, connaissait Carlos. Et c'est Carlos qui a eu l'idée de réunir Claude Berda et Jean-Luc Azoulay. Il a eu une très bonne Et idée. c'est comme ça que AB Productions a commencé. Alors, il y a aussi eu, dans la foulée, une tournée incroyable. Je crois que c'est la plus belle tournée de l'histoire des tournées d'été. 48 concerts avec Radio Monte-Carlo, 80 000 spectateurs au Canet et à Argelès. Oui, ils J'en ont été sou- dans les arbres, je me souviens. C'est fou, hein. C'était Oui. un podium itinérant Oui. avec Jean-Pierre Foucault. Et mais c'était un phénomène tous les soirs. Oui. Ah oui, c'était ma première tournée en plus. Oui. Comment on fait pour chanter devant 80 000 personnes comme ça sans avoir le trac? Alors, d'abord, on ne sait pas qu'il y a 80 000 personnes, déjà, ça aide. Et là, c'était un spectacle, donc c'était une comédie musicale. Déjà, Oui. on n'est pas tout seul, on est avec l'équipe, donc déjà, c'est plus facile. Puis on est porté par le public en plus. Mais ensuite, pendant cette période, vous travaillez été comme hiver. Jamais de vacances ou presque. C'est complètement fou. Il faut avoir l'énergie pour ça. C'était des vacances, en fait, peut-être. Voilà. Et puis alors, c'est aussi, vous êtes l'une des dernières à avoir permis aux téléspectateurs d'avoir un cadeau de Noël avec le Dorothée Show du 24 décembre 83, qui a été un triomphe, car à l'époque, on donnait encore pour aux téléspectateurs un cadeau de Noël, et là, ça a été vous. Et le Dorothée Show, ça a été un moment extraordinaire. Ah oui, fabuleux. C'est-à-dire que c'est là un monde fou qui est venu. Oui. Moi, je me souviens de Bernard Pivot, Oui, qui était le professeur dans une école. Tout à fait. Il y avait Philippe Bouvard comme impresario, qui oui. était venu spécialement pour faire cette séquence. Et tout était possible. Tout se faisait à une allure record. Comment vous faisiez? Parce qu'il fallait passer d'un costume à l'autre, d'un sujet à l'autre. Bon, quand c'est bien organisé, il n'y a pas de problème. Ouais, Et puis on d'accord. s'amusait hein, pour tout vous avouer quand même. Voilà. Puis il y a eu d'autres shows. Il y a les chanteurs américains qui sont venus. Ah, alors là, oui, ça aussi, c'était un grand moment. Piou. Il y a eu qui? Ray Charles, Alors, Richard, Jerry Lee Lewis. qui était amoureux de vous, qui voulait vous Ou épouser. non, oui, enfin oui, entre guillemets, avec de l'humour. Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Cliff Richard, Mongo Jerry, Percy Sledge. Faut assurer tout ça. Disons qu'il y avait surtout le barrage de la langue qui était difficile, Oui. mais ils étaient adorables, mais d'une gentillesse. Ils m'appelaient tous la petite. Ah oui. Drôle. Mais il fallait tenir avec Ray Charles ou avec Chuck Berry. Ah oui, non, mais là, j'ai dû perdre 10 kilos à chaque fois. Et je crois que vous avez dit une chose très juste, c'est que si ça a marché aussi, c'est que vous avez été sincère. On ne triche pas avec les enfants. Ah bah non, c'est pas possible. Mais ça, Mais c'est- avec personne, de toute façon. On peut essayer de tricher un petit peu, mais au bout d'un moment, ça se voit, ça se sent. On peut pas mentir. Non, mais en même Si temps, longtemps. c'est aussi le secret de votre complicité. C'est-à-dire que vous avez parlé aux enfants comme une grande sœur. Oui, bah normalement, je leur Non, mais parlais normalement. c'est pas si courant, Dorothée. Ah bah, Voilà. Et puis, dans ce show dont je parlais, il y a aussi une autre chanson qui a été créée, qui elle aussi est un succès. Pour faire une chanson qui aille dans toutes les maisons, il faut fredonner sans façon
Un petit air tout bête qui trotte dans la tête. Les enfants d'aujourd'hui la chantent encore. Mais oui, les instituteurs, les institutrices l'apprennent à l'école. C'est fou. C'est sympa. Mais comment ça s'explique? Moi, je vois des enfants autour de moi, ils chantent pour faire une chanson, sans problème. Elle est sympa. Moi, je l'aime bien, je l'aime beaucoup cette chanson. Elle est venue comme ça aussi. Oh, bah, vous demandez à l'auteur. Hein. Voilà. Mais en plus, il fallait encore. Mais il y a une chanson que vous aimez bien aussi. Oui, Hein. c'était la chanson des pieds. Oui. Qui était une de vos premières chansons qui n'a pas marché du tout, je crois. Pas du tout. Elle était drôle. Elle était bête, elle était drôle. Voilà. Mais finalement, les chansons sont spontanées et vous les apprenez aussi vite qu'elles ont été écrites. Oh, je sais pas. Moi, j'oublie le côté travailler une chanson. Il faut. Je me souviens que du moment où je la chante avec plaisir. Voilà. Ben, nous, on va avoir le plaisir de vous retrouver le 4 avril 2026. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Dorothée. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, invité exceptionnel Dorothée. Alors, on a évoqué le passé, maintenant on parle d'avenir, car aux surprises, le 4 avril 2026 et le 5 avril 2026, vous êtes sur la scène du Palais des Congrès, l'une des rares scènes où vous n'avez pas chanté à Paris, et vous avez déjà établi un record, c'est-à-dire que je crois que les places se sont vendues en 8 minutes maximum. C'est insensé. À la surprise générale. Je crois le fichier électronique du Palais des Congrès a sauté. Je crois, oui. C'est vrai, c'est vrai. Alors bon, c'est un événement, mais pourquoi ce retour aujourd'hui, Dorothée? Parce que j'ai craqué à la demande. Les copains m'écrivaient, me demandaient allez. Alors voilà. Dans la rue, régulièrement, on vous disait quand est-ce que tu reviens, quand est-ce que tu vas chanter, etc. Oui. Et puis vous avez dit, un matin vous êtes dit, il faut que je le fasse. Mais ça veut dire retravailler aussi beaucoup. Retravailler, répéter. On parle pas du travail. Non, faut laisser juste la place à la folie, à la joie qu'il y aura sur scène. Voilà. Et la joie sur scène, ça veut dire aussi un récital dans la grande tradition de Dorothée, avec des chansons que vous avez choisies. Parce que c'est vous qui avez vraiment voulu construire ce spectacle. En groupe quand même. Oui, en groupe. Non, oui, je suis jamais toute seule. En groupe, on a fait des choix. Mais un choix de chansons et de surprises. C'est-à-dire qu'il y aura les chansons qu'on connaît et il y aura aussi d'autres événements, d'autres surprises. Je ne sais pas si c'est une surprise, je ne peux pas vous dire si c'est une surprise. On est bien d'accord. Voilà. Alors, il y a quand même une chanson qui a marqué ce retour lors d'une émission spéciale de Dorothée qui a établi aussi des records d'audience. On s'étonne à peine, c'est celle-ci. J'ai dans mes souvenirs des millions de bonheurs, des rires et des fous rires et des bouquets de fleurs. La chanson prémonitoire de votre retour. Oui. Quand vous l'avez enregistrée, vous ne saviez pas que vous alliez remonter sur scène? À ce moment-là, non. C'est vrai, je ne savais pas encore. Vous aviez envie quand même de reprendre le quelque part, oui, si, bien sûr. Mais les réflexes sont revenus très vite. Pas si vite que ça, mon petit Jacques, pas si vite que ça. Alors, il y a quand même eu d'autres choses, parce que vous avez touché à un nouveau métier qui est le doublage, Dorothée. Ah ouais. Ça, c'est venu aussi avec Transformers et puis les Schtroumpfs. Tout à fait. On m'a proposé, j'ai trouvé l'idée sympa, j'ai fait un essai, ça a marché, puis voilà. C'est passionnant. Le doublage est très particulier. Très difficile. C'est-à-dire c'est très difficile, mais c'est passionnant, dit-elle, dans l'autre sens. Parce qu'il faut respecter, on n'est pas libre. Il faut respecter, il faut écouter, il faut obéir, et puis aller donner ce qu'on a à donner. Alors, Transformers, c'est un film américain, mais les Schtroumpfs, je pense que c'était un moment d'émotion, car vous avez connu Peyo, le créateur des Schtroumpfs. Oui. Quel gentil monsieur. Vous l'avez accueilli parmi d'autres dessinateurs. Dans l'émission, oui. Et c'est un homme d'une timidité totale. Oui, mais très souvent, les dessinateurs de talent sont timides. Et alors, les Schtroumpfs, c'est en fait Peyo et Franquin, André Franquin, les dessinateurs de Spirou et de Gaston, passaient leurs vacances en bord de la mer du Nord. Et comme c'était deux grands enfants, ils décidaient de parler Schtroumpf toute la journée. Et c'est comme ça que quand il avait fallu créer ces petits lutins pour un album, Le Pays Maudit, Peyo a pensé aux Schtroumpfs. Oui. Et Franquin aussi, c'était quelqu'un de très timide et étonnant. Oui, ce sont des gens fascinants. Puis il y avait Tibet, le créateur de Ricochet, avec qui vous avez beaucoup ri. Oh là là. Oui, quel sacré personnage aussi. Parce que finalement, on connaît mal ces dessinateurs, mais c'était des grands enfants finalement avec lesquels vous entendiez bien sur le plateau et qui étaient heureux qu'on parle d'eux parce qu'à la télévision, on n'en parlait pas beaucoup. Surtout à l'époque, la bande dessinée était vraiment mise de côté, tandis que maintenant, ça y est, elle est reconnue. À son juste titre, mais c'est vrai qu'on avait tous le même âge en fait, avec
tous ses amis dessinateurs. Et vous aviez des dessins à chaque fois, uniques. Oui, Il vous faisait un petit dessin. oui, Et ça, c'est des souvenirs inoubliables. bien sûr. Et on n'imaginait pas à l'époque qu'ils deviendraient des légendes, d'ailleurs. Ils étaient déjà quand même assez connus, hein, quand je Oui. les ai connus, moi. Vous les connaissiez avant moi, mais... Mais moi, je me souviens d'Hergé qui m'a dit un jour, quand on m'a dit que mes albums, que ceux qui avaient marché sur la Lune avaient lu Objectif Lune, je ne l'ai pas cru. Il pensait qu'ils faisaient des dessins pour les enfants, tous ces gens-là. Ah oui. Alors, le Palais des Congrès. Ouais. Pourquoi le Palais des Congrès? Parce que finalement, vous n'avez jamais fait cette salle. Pourquoi pas le Zénith ou Bercy, comme d'habitude? Bah, pour changer, Oui. voilà. Mais parce que j'ai pris mes renseignements. Il y a eu l'Olympia, il y a eu 52 Zénith et 59 Bercy. C'est quand même un record unique qui ne sera peut-être sans doute jamais battu. Je sais pas. Et comment on fait pour passer d'une salle de 4000 places à une salle de 12 000 places comme Bercy? C'est la même chose pour vous? Non, c'est pas du tout la même chose, parce que le rapport avec le public n'est pas le même, mais... Bah là, je vous dirais après le Palais des Congrès. Et le Palais des Congrès, vous le connaissiez, bien sûr, vous connaissiez la salle. La salle, pas Oui, la scène. Voilà. Et la salle, vous étiez allé plusieurs fois. Oui. Et voir des tas de spectacles. Et je ne sais pas si vous le savez, mais à l'emplacement du Palais des Congrès en 1900, il y avait un Luna Park, Oui. le dernier Luna Park de Paris. Et un jour, il y a un enfant qui habite pas très loin, qui a 6 ans, qui vient visiter le Luna Park, qui est émerveillé et qui commence à écrire son premier poème. C'était Jacques Prévert. Ah oui. Oui, ça vient de ce Luna Park. Alors, Il y avait des montgolfières aussi à l'époque. exactement, exactement. Alors, chaque fois, il y a une chose particulière dans vos concerts, au Palais des Congrès comme ailleurs, vous n'avez jamais fait 2 fois la même série de concerts. Il y a C'est-à-dire toujours eu des nouveautés, il y a toujours eu des choses différentes, une histoire différente, des chansons différentes. Chaque fois, vous êtes renouvelé, alors que d'autres font toujours la même chose. Dorothée, c'est un gros travail, ça aussi. Encore une fois, un travail d'équipe. Voilà. Mais je crois qu'à part Johnny, personne ne l'a fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il fallait trouver de nouvelles idées. Oh, bah si, Mylène Farmer, c'est jamais 2 fois le même spectacle non plus, par exemple. Oui, mais vous aussi, là, il a fallu à chaque fois vous renouveler avec votre équipe, trouver des nouvelles choses. Mhm. Et ça aussi, vous avez toujours eu votre mot à dire. Non, mais je vous dis, c'est une succession de réunions, de discussions, d'entretiens, et ensemble, en groupe, toujours. Et c'est une fête avec les enfants, je crois, car vous partagez la fête Ouais. avec les enfants. Sauf que maintenant, les enfants sont un peu grands. Oui, mais il y a les enfants des enfants qui sont là aussi. Et les enfants des enfants. Voilà, Et les petits-enfants aussi. voilà, c'est fou, 3 Oui, générations dans oui. la salle. Ça va être super, oui. Alors, je crois que c'est la seule fois dans ma vie où j'ai vu un concert avec les enfants qui chantaient, qui dansaient le rock dans la salle. Oui. Ça, c'est venu comment? Comme ça, spontanément? On a fait du rock'n'roll, ça les amusait. Enfin, ils avaient envie de danser, ils ont dansé. Oui, mais et les gardes du corps surveillaient ça d'un œil attentif, mais sans bouger. Oui, bah oui, on les laissait faire quand même. Et vous les encouragiez à danser. Bah bien sûr. Ça aussi, il faut une énergie totale, parce que vous avez fait jusqu'à 3 spectacles par jour. Oui. Comment on fait pour... Vous en savez quelque chose. Oui, et comment on fait pour justement tenir 3 spectacles par jour, tout en menant une vie à côté, dire bonjour à tout le monde, ne pas s'enfermer dans sa loge? Comment on fait? Bon, c'était 30 ans en arrière. Oui, non, mais même 30 ans en arrière, c'est une... Non, mais quand on aime, c'est déjà plus facile. Quand on est aussi bien reçu que je le suis, c'est beaucoup plus facile aussi. C'est simple, c'est un juste retour des choses. Ils m'embrassent, ils me font des gros sourires, moi je fais la même chose. C'est une enfant qui parle aux enfants, finalement. Tout à fait. Alors, et ces spectacles ont fait beaucoup de bruit, et il y a une chanson aussi qui a fait beaucoup de bruit. Un tremblement de terre, un typhon sur la mer, un grand coup de tonnerre qui vient te bouleverser, oui, comme Ça aussi, ça a été, je me souviens dans la salle, c'était des hurlements, tremblements. Comment elle est venue cette chanson aussi? Parce que c'était très différent du reste, c'est très différent pour faire une chanson ou la menteuse. Chaque fois, ce sont des sujets C'est ça différents. qui est bien, c'est d'avoir des styles différents, en fait. C'est plus amusant. Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est le courrier que vous recevez depuis que vous avez annoncé ce retour au Palais des Congrès. Des lettres incroyables d'émotion. Ah oui. Ah oui, à faire pleurer d'émotions tellement elles sont sympathiques. Parce que maintenant, en général, c'est je prends enfin la plume pour t'écrire. J'ose dire ce que je n'ai pas pu dire avant. Et là, j'ai des déclarations, émouvantes, touchantes, magnifiques. C'est-à-dire que j'ai vu quelques-unes de ces lettres, elles sont écrites à la main, ce qui n'est plus courant aujourd'hui, et avec vraiment, en disant, mais vous avez enchanté notre vie. Oui.
Et des gens de toute génération, de gens de Paris, de la France, de l'île de la Réunion. Oui. C'est très touchant aussi. Avec le recul, qu'est-ce que vous en pensez, au-delà du côté touchant? Eh ben, avec le recul, je me dis heureusement que j'ai toujours été sincère. Ça, je leur ai pas menti, j'ai pas triché et je les ai... Enfin, j'ai pu aider quelques personnes à vivre leur vie comme ils la souhaitent maintenant. Et vous comprenez ce que je veux dire? Je suis responsable de plein de choses, mais je suis contente parce qu'ils ont réussi leur vie. Voilà. Et en même temps, dans ces lettres, il y a un point commun. Vos correspondants vous disent, Dorothée, que vous leur avez fait un bien fou. Et dans ces temps difficiles aujourd'hui, on a besoin de vous. En gros, c'est ça. Vous vous êtes rendu compte du bien que vous faisiez à travers vos chansons? Ah bah à ce moment-là, non, mais maintenant je comprends, oui. Voilà. Alors, dans la salle, effectivement, il y a les enfants, les petits-enfants, même parfois peut-être des arrière-petits-enfants, on ne sait jamais, ceux qui ont été parents très jeunes. Et tous ont un souvenir précis, c'est ce générique. Le Club Dorothée a marqué l'histoire de la télévision à jamais, je crois. C'est vrai. C'était 22 heures d'antenne par semaine. Comment on fait? Encore une fois, je crois travailler beaucoup, mais 22 heures d'antenne par semaine, il faut le faire, Dorothée, tout en vivant normalement, en se consacrant à ça, en ne s'enfermant pas dans sa loge ou dans une cabine. Comment on fait? On le fait sincèrement. Voilà. Mais surtout, derrière, il y avait, car vous étiez directrice, les séries, les sitcoms, fallait tout superviser. Il faut une grosse organisation. Vraiment, moi je suis plein d'admiration. Puis en plus, il y avait tellement de travail que la veille de l'émission, vous dormiez sur place pratiquement. Vous aviez votre Non. Ah non, c'est une légende. C'est une légende, ça aussi. Mais il faut être drôlement organisé. Et surtout, vous n'aviez pas l'air stressé. Vous étiez concentré, mais pas stressé. Oui, enfin, on croyait que j'étais pas stressée, mais je l'étais. Vraiment? Ah oui. Et puis alors, il y a une chose qui a marqué toute une génération, c'est l'anniversaire à l'antenne. Ah oui, c'est vrai. C'est né comment, ça? Ça, c'est une idée, Jean-Luc Azoulay. C'était les fan clubs de son époque. Oui. Et donc, il l'a fait. Au début, c'était bien, il y avait 3-4 lignes. Oui. Mais après, il y avait beaucoup de candidats. Donc, ça défilait très, très vite et c'était difficile de voir son nom. Et je ne sais pas si vous le savez, mais ça a fait augmenter les ventes de magnétoscopes en France, car les parents achetaient des magnétoscopes pour pouvoir enregistrer l'émission et arrêter sur l'instant où on voyait le nom de son fils ou de sa fille à l'antenne. Ah, c'était les magnétoscopes et il n'y avait pas encore d'ordinateur, même si vous les chantiez. Allô, monsieur l'ordinateur. Dites-moi, où est passé mon cœur? Je vous appelle au bureau du bonheur, car je sors à l'instant du ministère des Plans. Le bureau du bonheur, c'est ça, c'est le bonheur que vous symbolisez. Et l'ordinateur, à l'époque, ils n'étaient pas aussi nombreux qu'aujourd'hui. Non, c'est sûr, c'était vraiment le début. Voilà. Et en même temps, vous n'aviez pas d'ordinateur. Moi, non, alors non, c'est pas vraiment trop mon truc non plus. Alors, il y a aussi une chose qui est importante, c'est qu'en filigrane, le Club Dorothée, c'était un complément des enseignants. Il y avait un côté culturel, parce que vous avez appris des tas de choses aux enfants à travers cette émission. Oui, avec Michel Chevalet, on a fait le Club Science, fait qu'on apprenait des choses importantes, mais facilement, parce que quand il explique quelque chose, on comprend, et ça, c'est magnifique. Avec le docteur Klein, pour sauver les animaux et la planète. Là aussi, personne n'en parlait à l'époque. Non, c'est vrai. C'est-à-dire que vous êtes la première à avoir parlé d'écologie et de la planète. C'est le docteur Klein qui en parlait. Oui, mais il vous a ouvert la voie. Tout à fait. Et puis, il y a eu aussi des millions de copains, qui a été quelque chose... Je crois que c'est ce qui vous tient le plus à cœur dans votre parcours. Tout me tient à cœur. Oui. Mais ça, oui. Le million de copains, il fallait vraiment aider les gens. Et là aussi, vous avez été en avance sur votre temps, Dorothée. Les émissions caritatives existaient, mais pas à ce point-là, pas aussi courantes que ça. Alors ça, c'est la télévision. Donc maintenant, il y a le Palais des Congrès le 4-5 avril, Lyon le 10 avril, Bruxelles le 16 avril, Bordeaux le 22 avril, Nantes le 26 avril. Et là, c'est donc le marathon recommence, mais c'est le début. Pardon ? C'est le début de ce marathon, parce que... qu'est-ce que vous en pensez ? Là, je ne pense pas, là, pour l'instant, honnêtement. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes un cas unique dans l'histoire de la télévision et du spectacle, avec tout ce que vous avez fait, ou est-ce que votre modestie dut-elle en souffrir ? Vous venez de répondre. Voilà. Et est-ce que vous êtes consciente aussi qu'on n'a jamais eu autant besoin de vous dans ces temps difficiles ? Moi, je me souviens d'une anecdote que vous m'avez racontée dans le métro,
un passager vous a abordé juste avant que vous descendiez, vous en souvenez? Oui, je me souviens plus. En fait, il vous a dit, c'est fou le nombre de mercredis qu'on a passé au poste depuis que vous n'êtes plus à l'antenne. Voilà, c'est ça. Voilà. Ah oui, à travers la rame du métro, c'était assez drôle. Mais c'est extraordinaire. Puis il y a une chose moi je pense qu'il faudrait qu'un jour que les réalisateurs de cinéma ou de télévision pensent à vous. Car vous avez aussi encore une carrière à faire. Vous l'avez prouvé avec 2 films. Vous avez envie de faire une carrière aussi, de faire une autre carrière au cinéma. Bon, encore une fois, si le rôle est sympathique, c'est certain. Voilà, mais je suis sûr que les gens vous retrouvant, il y a forcément un réalisateur qui va un jour penser à vous pour des rôles dans lesquels vous serez parfaite comme d'habitude. Voilà. Je croise les doigts. Eh ben, on croise les doigts, puis on croise les doigts pour le Palais des Congrès, pour oui. cette tournée le 4 et le 5 avril, et puis tout ce qui suit. Et puis, Dorothée, continue le plus longtemps possible. Retrouvons-nous très vite avant d'autres rendez-vous qui ne manqueront pas, j'en suis certain. Merci et bravo et du fond du cœur. Merci Jacques. Merci, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.